Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 101%. Je sais pas pourquoi je crie, mais je crie. Aujourd'hui, dans l'émission, un reportage à l'Odds Online, indécis sur Hellboy. Je regarde en bas parce que ma fiche est en bas, bien sûr. Auto, mais on commence tout de suite avec les news suivies de Notchan. Iwata Satoru, le créateur de Earthbound, nous présente son nouvelle action RPG sur Wii. Baptisé Pandora's Tower, ce titre développé par Gambarion, à qui l'on doit beaucoup de titres tirés de grosses licences comme One Piece, devrait placer le joueur dans la peau de ND, un jeune bien dans son temps qui devra très certainement sauver la planète. Comme d'habitude, si le jeu est bon, on vous en reparlera dans EXP. On regrette simplement que la console de salon de Nintendo se mette sérieusement au RPG en fin de vie. Voici maintenant une news écrite par un stagiaire en alexandrin. Une petite news pour un petit teaser. Voici Gatling Gears, un jeu qui coûte pas très cher. C'est développé par le studio Vanguard Games. C'est un shmup qui pourra être coopératif et vous pourrez jouer avec un super poteau. Ça sortira le 11 mai pour le PSN et le 18 pour le Xbox Live Arcade. C'est désormais une tradition. À chaque fin d'année, de nombreuses licences ont le droit à un nouvel épisode. PES, Call of Duty, Need for Speed, etc. Et c'est cette dernière qui nous intéresse, avec cette nouvelle itération intitulée The Run. Au volant de votre bolide, vous parcourez les États-Unis au gré de courses illégales, qu'on nous promet sublimes avec le moteur de DICE Frostbite 2. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais on devrait avoir droit à une sorte de hot poursuite, avec quelques modifications bien sûr. Reste à savoir si Black Box, à l'origine du très moyen Need for Speed Undercover, réussira à nous offrir un jeu de qualité. Rendez-vous le 17 novembre, jour de la sortie du jeu, pour connaître la réponse à cette question. Jack! Comme promis, maintenant, c'est Notchan. Pendant, écoutez, on peut entendre un petit peu, je sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas, juste à côté du plateau, il y a quelqu'un qui travaille. Regardez. C'est ça faire des 120% à No Life. C'est-à-dire que on dit aux gens qui sont là, non, continue à travailler, c'est pas un problème, on fait juste une émission que des milliers de gens regardent, c'est pas grave. C'est comme ça. Notchan. Bonjour. Vous devez vous creuser la tête pour trouver des news supplémentaires bien au tac, mais voilà, l'inspiration ne vient pas facilement, alors comment faire pour vous payer tous ces vieux Game & Watch sur lesquels vous avez usé tant d'heures quand vous étiez plus jeune? Bienvenue dans... non, en fait, non. Pouvoir jouer à presque une vingtaine de Game & Watch directement dans son browser, c'est maintenant possible grâce à ce sublime site qui restitue très bien l'expérience originale, pour peu qu'on s'habitue aux commandes sur le clavier. Mention particulière pour le jeu à râler où vous devez faire ncha à tous les habitants du village pingouin. Sans transition, un petit débrouillard a réussi à faire tenir une console NES dans une cartouche NES. Et ça marche parfaitement. Et pour finir, une petite news mode. Chez Cave, ils savent faire plaisir aux otaks. Leurs produits dérivés et en particulier leurs t-shirts officiels sont tous très classe. Et surtout leur dernière collection avec des motifs de PCB. Oui, vous savez, les gros circuits imprimés qu'on met dans les bornes d'arcade. Et bien là, ce sont des authentiques PCB qui sont reproduites à la résistance près. On trouve même sur la droite du t-shirt la liste des deep switch, c'est-à-dire les réglages disponibles. Absolument merveilleux. En plus, c'est le t-shirt idéal pour engager la conversation avec une inconnue en soirée. J'ai essayé, ça marche. Enfin, ça marche juste pour engager la conversation. Car environ 20 secondes plus tard, quand j'étais à l'explication du port Jama, la fille est partie aux toilettes. Bah salut les otaks, à la semaine prochaine. Je sais pas quelle caméra regarder, c'est fou. Donc là, on est sur le plateau de 120%, et en fait, le plateau avant de No Life était tout petit, donc on tournait plusieurs émissions sur un seul fond vert, ce fond vert là. Mais maintenant, le plateau est tellement grand qu'on peut faire plusieurs émissions sur le même plateau.
C'est pour ça que ce plateau est en train d'être fabriqué pour Extra Life. N'est-ce pas? Ah, pardon. J'ai cru que tu m'avais dit que tu parlais qu'avec les fesses, alors je m'adressais... On regarde un reportage sur Allods Online. La semaine dernière, on a pu avoir le plaisir de recevoir Vincent Douvier, l'un des producteurs de J-Potato, et pas n'importe lequel, vu que c'est lui qui est en charge du dernier MMO free-to-play du portail Allods Online. Alors, l'univers d'Allods Online, c'est du steampunk / heroic fantasy / space opera. En fait, ça va dépendre de tes deux factions qui se affrontent, l'Empire et la Ligue. L'Empire est plutôt steampunk et Russie telle qu'on la connaît ou telle que notre génération se l'imagine. La Ligue a un côté, ça représente la Russie du XVIIIe siècle, qu'on nous a pas appris à l'école. On nous a appris que le XXe siècle, mais c'était plus fleur bleue. Il y avait beaucoup de chants, beaucoup de poètes, donc c'est très coloré. Et du côté de l'Empire, c'est un petit peu plus sombre. Attention, ça veut pas forcément dire que l'Empire c'est les méchants. Au début, tous les joueurs pensaient oui, je vais faire l'Empire parce que je vais être méchant. Et tous ceux qui sont allés dans cette lignée-là et qui ont fait les quêtes se sont rendus compte qu'en fait, il n'y a pas de noir et de blanc, il y a du gris foncé et du gris clair. Allods Online est un MMORPG classique, dans le sens où il peut être abordé par tout le monde. Notre interface est similaire à celle de World of Warcraft par exemple. Tant mieux, j'en ai pas honte, au contraire. Et ils ont créé un standard, autant qu'on en profite. Et ça plaît à tout le monde. Donc on a 28 classes, on a 6 races, on a 8 archétypes. Et il y a 2 types de joueurs qui vont sur le jeu. Il y a les casuals qui viennent, qui sont très contents, qui trouvent par ça un petit peu difficile, dans le sens où le jeu ayant été développé par la même équipe qui a fait Heroes of Might and Magic 5, ils sont vraiment poussés sur les détails. Là, je parle pas des détails graphiques, je parle des détails de gameplay, des mécaniques de jeu. Un exemple tout bête, dans tous les autres MMO de nos jours, quand tu passes de niveau, ton intelligence est attribuée automatiquement, ou ta stamina. Dans un Allods, non. Faut que tu ailles dépenser toi-même tes points et que tu décides où tu veux les mettre. Dans Allods Online, nous, le portail Jpotato.eu, on gagne notre vie avec de la microtransaction. Dans Allods Online, tu n'es pas obligé de passer à la boutique pour finir le jeu. Ce que j'appelle finir, c'est monter au niveau maximum. Ce n'est absolument pas nécessaire. Il y a des objets dont tu vas avoir besoin quand tu arrives à haut niveau. Il faut savoir qu'en exclusivité pour le marché européen, je pense entre autres à l'assurance contre la mort, nous le donnons gratuitement dans la boutique. Donc tous les jours quand tu te logs, tu ouvres la boutique, tu dis bon je veux sans assurance, tu les prends. Si tu meurs 100 fois parce que tu allais faire du PVP, tu en as besoin de 1000 d'autres, tu dis j'en prends 1000 autres, c'est gratuit. On est la seule version au monde où c'est offert gratuitement. Il y a un autre objet qui s'appelle l'encens, qui à l'époque avait beaucoup fait parler de lui, et qui rendait le jeu, en fait, tu étais obligé de passer par la case boutique. En exclusivité pour Jpotato.eu, en France, cet objet, tu as le choix entre l'acheter dans la boutique, ou sinon, tu fais une quête qui va te prendre 10 minutes, et qui va te donner le même objet, qui est cet objet de la boutique, donc tu n'as pas à payer. Et si tu ne veux pas faire cette quête, et que tu es un casual gamer, et que tu as l'intention de jouer que 2 ou 3 heures, il y a une PC à qui tu parles, et qui te donne ce buff pendant 3 ou 4 heures. On est les seuls à l'avoir, on est free-to-play, on tient à rester. Le jeu est développé par Astrom Naival en Russie, où la licence Allods existe depuis plus de 15 ans. À l'origine de ce MMORPG, on trouve le jeu Rage of Mages, un RPG sorti en 1998 et première œuvre du studio russe fraîchement né. Ils ont fait du chemin depuis, car c'est à eux qu'Ubisoft confie le développement de Heroes of Might and Magic 5, qu'ils sortent en 2006. Bien que mal dégrossi à sa sortie, le jeu verra sa première extension sortir 6 mois plus tard, et la seconde l'année suivante, qui donneront au jeu la finition nécessaire pour en faire le digne descendant de la licence. Astrom Naival sont donc les développeurs d'Allods Online en Russie. C'est les numéros 1 du free-to-play MMO en Russie, et les éditeurs numéro 1 aussi. J'ai eu la chance d'aller dans leur studio, à Moscou, l'année dernière, pendant les incendies. Les incendies s'étaient arrêtés pendant 2 jours, pile poil quand j'étais là. Et donc là, il faut imaginer 2 étages avec 150 développeurs qui travaillent sur le jeu. Il y a aussi, dans les 150, il y a aussi l'équipe de test. Pour pas mentir, il n'y a pas 150 codeurs et 150 graphistes, mais il y a une cinquantaine de testeurs. Donc il y a 100 codeurs, graphistes, management qui travaillent sur le jeu depuis maintenant plus de 4 ans. Enfin, sur la version online, parce qu'il y avait des jeux offline avant du même univers. Et là, ils continuent encore sur les patchs à venir, sur les extensions. C'est que le début. Un effort est visiblement fait quant à la gestion de la communauté, notamment grâce à l'existence d'un portail de guilde et une localisation textuelle complète du jeu en français.
Sur le portail gpoteto.eu, une de nos forces est le service clientèle, les événements, qui sont tous faits en français, comme le jeu qui est complètement traduit en français, par des natifs. J'ai pas de Parisiens dans mon équipe, j'ai des Lyonnais, j'ai des gens du Sud, j'ai des gens du Nord, on est basé à Dublin, qui eux viennent pour travailler avec nous. Donc j'ai une équipe de Français qui est complètement dédiée à la communauté française, qui vont faire les événements en français, le support clientèle en français et la gestion de communauté aussi, et qui s'occupent des joueurs au jour le jour. On a développé beaucoup d'outils communautaires, on a le portail de guilde, on est, à ma connaissance, les seuls au monde à avoir ça, donc c'est un portail de guilde dans lequel les joueurs peuvent faire de la pub pour leur propre guilde. Ça vient du fait que, en tant qu'ancien joueur de MMO, quand on commence à jouer, on sait qu'il va nous falloir une guilde. Et comment est-ce qu'on fait pour l'avoir? Tu vas dans une zone, tu vas crier « Salut, je cherche une guilde », ou tu vois un mec qui passe devant toi et « Roxor », putain, c'est une guilde géniale, donc tu vas googler Roxor, Allods, tu vas voir le nom de la guilde. Sur Allods, tu tapes juste dans Google Guild Allods, et tu tombes sur le portail de guilde où tout de suite, tu vois, il y a plus de 17 000 joueurs qui sont enregistrés. Donc ça n'a rien à voir avec notre portail, ils sont enregistrés d'eux-mêmes. On a plus de 1200 guildes, et les joueurs qui parlent dessus, qui s'échangent des screenshots, qui se chambrent, qui ont leur forum, qui font leur blog, les guildes qui peuvent faire leur propre site de guilde, et on a des bannières de pub, mais qui sont de la pub pour les guildes. Donc la guilde va créer sa propre bannière qu'elle va soumettre au GM. On va vérifier qu'il n'y ait pas de choses trop salaces sur la bannière, même si on est de toute façon assez flexible là-dessus. Et après on la met dans la bannière rotative, donc là où d'habitude les joueurs auraient l'habitude d'avoir des pubs, c'est de la pub mais pour des guildes qui vont chercher des membres ou juste qui cherchent du prestige. Maintenant que les joueurs ne connaissant pas Allods Online en savent un peu plus sur le jeu, voici pour les participants de la bêta des réponses à certaines questions plus précises. On commence avec une question concernant un problème récurrent dans les MMORPG, l'équilibrage des classes. La sortie officielle d'Allods Online a lieu dans quelques jours maintenant. Il y a plus de surprises sur l'équilibrage des classes. Le plus gros a été fait ces dernières années. Il y a quelques jours, j'ai posté la patch note avec le nerf des classes à venir. Donc les joueurs sont un petit peu, les healers sont pas contents, parce qu'ils étaient surpuissants dans le jeu, ils le deviennent un petit peu moins. Donc là, ça va nous permettre, avec les sorties officielles, il n'y a plus de surprise pour le joueur. Le joueur qui vient dans le jeu, s'il est un gros Roxor de guerrier, dans 3 mois, il ne deviendra pas faible, il restera comme ça. Il y aura des changements du peaufinage, mais ce sera plus, par tranche de 30% de la classe qui est nerfée, mais plutôt par 5% pour fignoler. J'ai une image qui est, on n'est plus au rabot, maintenant on est au papier de verre. L'un des points forts du contenu au niveau de Allods Online est la navigation astrale. Cet univers ouvrant une couche de contenu pour le moins rare dans les jeux du genre MMORPG tend à donner au jeu son caractère space opéra coopératif dont vous avez entendu parler plus tôt. Mais tout ceci ne serait que fanfaronnade sans un solide contenu haut niveau. On a des zones de raid, bien sûr, on a plus de 18 instances qui existent dans différents niveaux, normal, héroïque, héroïque plus, et on a l'espace astral. En fait, ce qui se passe dans Allods, c'est qu'à partir du niveau 35, les joueurs peuvent créer, fabriquer leur propre vaisseau spatial. On appelle ça un astral ship, un navire astral, mais je dis vaisseau spatial. Ils vont le construire, ça prend un peu de temps, et en faisant des quêtes avec des copains qui vont les aider à récupérer des matériaux, ça peut aller plus vite. Une fois que leur navire est fait, ils se retrouvent avec 2 types de gameplay. Un gameplay qui est traditionnel sur Terre, et un gameplay qui va être dans l'espace. Où là, ils vont aller se promener, ils vont aller explorer, ils vont affronter des monstres, ils vont affronter d'autres joueurs, ils vont aller faire des instances. Pour les guildes, ils vont pouvoir prendre possession d'îles spatiales, et d'autres guildes vont aussi les contester parce qu'ils sont pas d'accord, ils les veulent parce qu'il y a des ressources dessus. Donc on a du guilde contre guilde dans l'espace, du vaisseau contre vaisseau, et avec la sortie officielle, on rajoute une couche supplémentaire dans l'espace pour ajouter encore plus de contenu et plus d'instances qui sont ces îles, et les joueurs vont se battre pour y aller et pour s'équiper. Donc, à haut niveau, dans cette nouvelle couche de l'espace astral, il va y avoir plein d'instances. On a ce que j'appelle des menaces du monde, où par exemple il y a des démons astraux qui sont dans l'espace, qu'on ne peut tuer que si on a un navire, et à certains endroits, les monstres vont apparaître. Et si les joueurs ne les tuent pas, un deuxième monstre apparaît, un troisième, un quatrième, et ils ne s'en iront pas tant que les joueurs ne les ont pas détruits, tués, ce qu'ils devront faire, parce que sinon ils n'arrivent pas à accéder à certains pans de l'astral. Il n'aurait pas été convenable pour la ligne éditoriale de la chaîne de ne pas aborder des questions plus crust, notamment à propos du système de téléportation astrale et de la limitation des confrontations astrales. À préciser que ces questions nous ont été fournies par des joueurs membres du forum de No Life et qu'elles ont eu leur petit effet. Comment t'es au courant de ça, toi? Elle sait, on est des spécialistes. Ah la vache, ouais, je m'y attendais pas, là. Merci à eux.
Donc ouais, il y a ce nouveau système de téléportation qui en fait, je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui ont peur que ça dénature le transport dans l'astral. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est limité par semaine, en fait, avec des charges qu'on peut avoir gratuitement, bien sûr, et il ne permet d'aller que dans la couche 2. Et ce qui se passe, si tu sors de ton hangar, donc là où ton garage à navire spatial, et que tu actives cela, ça va te prendre une charge et te téléporter aléatoirement dans la deuxième couche de l'astral. Si tu vas dans la deuxième couche de l'astral par tes propres moyens, sans ces charges qui sont l'astrolabe, tu peux te téléporter sans t'en servir. C'est vraiment à haut niveau, ça permet de gagner du temps, mais ça ne dénature pas l'astral qui, dans les patchs à venir, dans les prochaines expansions, va être de plus en plus important. Donc les confrontations astrales pour le moment sont limitées. Donc les confrontations astrales, c'est ce qui permet à des guildes d'avoir des alodes complets, donc des îles dans l'espace, et qu'elles leur appartiennent. Donc le contenu nous est imposé par les développeurs, on n'a pas trop de choix dessus. Par contre, je leur ai fait des retours, comme pour les confrontations astrales et aussi les grosses instances qui ont lieu une fois par jour, comme le chaudron de la mort, où les joueurs s'affrontent. Les développeurs sont en train de développer un outil avec lequel je pourrais modifier ces horaires-là, voire le faire plusieurs fois par jour. Est-ce que ça touchera la confrontation astrale? Je ne sais pas, mais pour tous les autres, comme le chaudron des immortels, les catacombes June, l'âge de glace, l'alote de glace, là je pourrais jouer dessus et en avoir plusieurs. J'avais envoyé à l'époque tout un planning en fait aux développeurs russes, je pense surtout au chaudron, où je voulais que le week-end il y en ait un le samedi matin, le dimanche matin. Moi ayant beaucoup joué à MMO, je me souviens qu'à l'époque, le samedi matin et le dimanche matin, je jouais, et puis à part faire des quêtes, j'avais pas grand chose à faire, et que si j'avais eu comme ça un petit event, avant d'aller déjeuner ou de prendre ma voiture pour aller voir ma famille en week-end, j'aurais bien aimé le faire. Donc on va essayer de répondre à tout cela, on attend juste que les développeurs nous fassent l'outil, et c'est en cours. Il semble qu'après la forte désertion due à la mise à jour de l'été dernier, l'équipe derrière Allods Online ait su se remettre en question, et que désormais on puisse être en droit de s'attendre à un jeu fini. Le titre s'inscrivant dans un genre unique avec son mélange MMORPG Space Opera, l'idée de partir dans un vaisseau spatial avec des potes et d'aborder les navires adverses demeure toujours aussi séduisante. Et si les divers problèmes rencontrés pendant le développement du jeu, comme les bugs, la traduction bancale ou le lag, sont résolus, il n'y a plus d'excuses pour ne pas s'essayer à Allods Online. Et puis, nous savons très bien que beaucoup d'entre vous frétillent à l'idée d'incarner un paladin soviétique. Je sais pas, alors Alex, t'as pas de micro, je suppose? Non, tu peux pas parler. Très bien. En tout cas, je me suis rappelé d'un truc, je suis en train de préparer une nouvelle BD. Et en fait, je cherche des photos de mon enfance et tout ça. Et je suis tombé sur une photo de moi en panoplie de Goldorak. Et je me suis re-énervé. Je me rappelle, enfant, je sais pas, j'avais 4 ans quand j'avais eu cette panoplie. Enfin, ce déguisement. Je sais plus si on dit encore panoplie à notre époque. Et j'étais hyper énervé, parce que sur mon costume de Goldorak, il y avait écrit Goldorak. Et aujourd'hui encore, j'ai vu des costumes de Zoro avec écrit Zoro dessus. Mais alors les adultes sont vraiment débiles. Les costumes des personnages, ils n'ont pas leur nom écrit dessus. C'est comme si Goldorak, il n'était pas sûr s'il avait enlevé son robot pour aller à la piscine et qu'il n'était pas sûr de le retrouver, alors il écrivait son nom à l'intérieur. Là, il l'écrit devant Goldorak. Les enfants, ils savent quel personnage c'est. Ils n'ont pas besoin d'avoir écrit Goldorak ou Zoro sur le costume. Et donc ça m'énerve. Et j'aimerais que les gens arrêtent. Voilà. Parce que c'est un truc juste pour les adultes, pour que les adultes ils fassent « Ah oui, c'est bien Zoro !» et ils l'achètent à leurs gamins, quoi. C'est comme les jouets en bois, c'est pour les adultes. Voilà, c'est comme les jouets en bois. Alors les jouets en bois, Alex, je crois, il faudra que tu nous en parles un jour. Il faudra que tu fasses un 100% spécifique, parce que tu reparles très souvent des jouets en bois. Je pense que tu as eu un blocage dans ton enfance par rapport aux jouets en bois. Je ne sais pas ce qu'on t'a offert, mais j'aimerais bien savoir. Mais on en parlera tout à l'heure, juste après un des 6 sur Hellboy. Le mec avec un bras plus grand que l'autre. Enfin, plus gros que l'autre. Comme les couilles. Le personnage d'Hellboy, le démon au grand cœur et aux cornes limées, a été créé en 1993 par le dessinateur Mike Mignola. En 2002, la popularité toujours croissante du personnage entraîne un développement des produits dérivés. On commence à parler d'un projet de film réalisé par Guillermo del Toro,
et Steve Jackson Games publie Hellboy, Sourcebook and Role Playing Game, un ouvrage standalone basé sur le système GURPS. Le monde d'Hellboy est grosso modo le nôtre, mais les créatures surnaturelles des mythes et légendes sont bien réelles. Dans le vide entre les mondes, le dragon à 7 têtes, l'Ogdrujaad, attend son heure pour réduire la création à néant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis, alliés au mage Rasputin, ont accompli un rituel impie visant à invoquer la bête de l'apocalypse. La créature, un bébé rouge comme un slip de torero et doté d'une main de pierre, est trouvée par des soldats alliés qui le baptisent Hellboy et l'élèvent pour en faire un défenseur de l'humanité. Une organisation est établie autour d'Hellboy, le BPRD, Bureau pour la recherche et la défense contre le paranormal. Les agents du BPRD sont les seuls remparts entre la population et les menaces cosmiques qui rôdent dans les ténèbres. Hellboy, le jeu de rôle, propose aux joueurs d'incarner des agents du BPRD, voyageant aux quatre coins du monde pour mettre un terme aux machinations des savants fous nazis et autres cultistes de l'Ogdrujaad. Certains membres du BPRD sont des humains normaux, d'autres possèdent des pouvoirs surnaturels, d'autres, à l'image d'Hellboy lui-même, ne sont tout simplement pas humains. Comme on l'avait vu avec le jeu de rôle du Disque Monde, le système GURPS met l'emphase sur les avantages et défauts qui vont caractériser le personnage, ce qui encourage à développer le background du personnage pour justifier ses différents traits de personnalité. Un personnage de GURPS est défini par un nombre de points. Un humain standard tourne autour de 150 points, un personnage surhumain tel qu'Hellboy est quant à lui à 850 points. Pour rappel, GURPS utilise un système de jeu basé sur des jets de 3D à 6 faces. Le joueur lance ses 3D et doit obtenir moins que le seuil de réussite, c'est-à-dire le score de la compétence qu'il cherche à utiliser. Par exemple, s'il veut escalader le mur d'enceinte d'une vieille église hantée par des vampires, il va utiliser sa compétence escalade. Disons qu'il possède un score de 11 en escalade, il doit obtenir moins de 11 sur ses 3D pour réussir sa grimpette. Le jeu de rôle Hellboy contient également des règles simplifiées pour l'usage de la magie ou des super-pouvoirs. Signé par la même équipe responsable du jeu de rôle du Disque Monde, Hellboy le jeu de rôle est tout aussi soigné et sympathique, et malgré son format en apparence rikiki, il y a vraiment tout ce qu'il faut là-dedans pour se lancer dans une carrière au BPRD, à condition d'avoir également les albums et les BD de Magnola à portée de main en guise de sourcebooks. A noter que le jeu de rôle est sorti juste après la publication de l'album Le Ver Conquérant, et du tout premier tome de la série spin-off BPRD. Le jeu ne prend donc pas en compte tous les bouleversements que le monde d'Hellboy a connus depuis lors. Les fans souriront également en voyant que parfois les auteurs du jeu de rôle se sont fourvoyés quant aux motivations de certains personnages dont la vraie nature a été révélée entre-temps dans le comics. Une mise à jour du livre aurait donc été bienvenue, surtout que chacun des albums de BPRD peut à lui seul inspirer une campagne. Le Fléau des Grenouilles en particulier ferait une campagne incroyable. Le bon côté des choses, c'est qu'avec ce petit livre, vous avez toutes les clés en main et il ne tient qu'à vous de relever le défi. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien! Je parlais des choses qui m'énervaient pour les enfants. C'est-à-dire les adultes font des choses qui m'énervent, des jouets tout pourris pour les enfants, dont les jouets en bois. Il est énervé là-bas. Mais il y a un truc qui m'énerve aussi, c'est les enfants. Les enfants qui jouent à cache-cache. Ça m'énerve. Les tout petits qui jouent à cache-cache. Parce qu'ils savent pas se cacher. Leurs cachettes, elles sont trop pourries. Par exemple, toi tu dis, va te cacher. Et t'as le gamin, il fait, je suis caché. Parce que il met les mains devant les yeux et il croit qu'il est caché parce qu'il voit pas. Ça m'énerve. Ou l'enfant qui veut sauter, qui croit sauter, mais qui n'a pas la capacité de s'élever au-dessus du sol. C'est-à-dire que ça fait ça un enfant qui veut sauter. Et il est persuadé d'y arriver. Ça m'énerve. Donc je n'ai pas d'enfant, je tiens à le dire. On regarde Otto. Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto. Ce soir je suis à Akihabara à une heure plutôt tardive, c'est pour ça qu'il faut pas parler fort puisqu'au Japon les murs sont en papier et donc pour pas déranger les voisins on va éviter de parler trop fort. Vous m'entendez, c'est l'essentiel. Et ce soir en fait donc je voulais vous faire une émission dans le Game Bar Ableton. Mais en fait c'est vraiment super petit et tout et je voulais pas déranger les clients donc je vous le présente et on a un peu filmé dedans mais ce sera surtout un peu dans Akihabara, on va se balader la nuit, ça va être fun. Dans l'émission d'aujourd'hui vous aurez et voilà là c'est le tournoi total, les topics et les concerts.
On commence les concerts avec le groupe D, dont les 2 seules dates en France seront le 7 à Paris au Divan du Monde et le 14 à Lyon au Marché Gare. On enchaîne avec l'X. Il ne leur reste plus qu'un seul concert dans notre beau pays. Ne les ratez pas si vous habitez aux alentours de Marange-Sylvange le 13 au Doc Club 412. Quelques jours plus tard, vous retrouverez Galaxy 7, le projet solo de Tsutsui Daisuke. Si vous êtes fan de rock et d'électro, sachez qu'il sera à l'Épitanimé le 20 mai et le 23 à Paris au Club. À la fin du mois, ce sera au tour de Pinky Doodle Poodle de vous faire du bruit dans la salle du Brise-Glace à Annecy. On termine avec Versailles Philharmonic Quintet qui sera en concert le 1er juin, leur seule et unique date en France. Si vous ne voulez pas les rater, il faudra vous déplacer jusqu'à Nancy à l'autre canal. Dans 2 semaines, nous parlerons en plus des concerts de Mono, Maximum The Hormone, Ex-Japan, Diran Gray et Sakamoto Ryuichi. On commence les topics, les news du moment avec des news qui ne concerneront pas les artistes japonais mais les artistes coréens, parce que j'aime beaucoup parler quand même un peu de la K-pop dans Auto, même si c'est quand même assez rare parce que c'est quand même surtout sur la musique japonaise quoi. Mais un gros événement sur la musique coréenne aura lieu bientôt à Paris, vous le savez déjà sûrement tous, mais je tenais quand même à le préciser dans Auto. Ce sera donc le 10 juin au Zénith de Paris, le concert du SM Town. Donc SM, c'est un des plus gros labels de musique coréenne en Corée, et donc c'est des gros artistes qui vont venir pour un concert exceptionnel. Il y aura les Girls' Generation, il y aura SHINee, il y aura FX, il y aura les Dongbon Shinki aussi, avec donc juste les 2 membres qui restent, ainsi que les Super Juniors. Et voilà, pour certains, ces noms ne veulent rien dire, mais alors pour d'autres, ça fait déjà crier derrière l'écran de télé, et je comprends un petit peu. Malheureusement, vous notez que Boa ne sera pas là, parce que Boa est très connue aussi au Japon, donc en musique japonaise, et surtout en Corée, puisqu'elle est coréenne quand même de base, et elle ne sera malheureusement pas présente pour ce concert, mais c'est pas grave, parce que quand même, il y a les Girls' Generation, il y a les Dongbon Shinki, et SHINee, j'adore SHINee, enfin bref, voilà. Par contre, il est possible qu'au moment où je vous parle, les places soient déjà mises en vente et que peut-être il y ait déjà plus de place. J'espère que non quand même, ce serait malheureux. Mais voilà, ça promet, le 10 juin au Zénith de Paris. On continue les topics avec une des idoles qui fait le plus parler d'elle au sein des AKB48, Maeda Atsuko. Son blog est presque toujours classé premier en termes de visites dans les sondages. Elle est une des filles préférées par les fans des AKB48. Elle est à l'affiche d'un film et de diverses campagnes publicitaires. On peut donc dire que tout va bien pour elle. Il ne lui manquait plus qu'à faire ses débuts en solo comme cela a été annoncé. Son premier single devrait sortir le 22 juin et sera une chanson qu'on retrouvera dans le film Moshi Kokoyaku no Joshi Manager ga Draka no Management o Yondara, puisqu'elle en est l'héroïne. Le single s'appellera Flower et sera disponible en plusieurs exemplaires avec du contenu sur DVD, et la chanson titre devrait être une très jolie ballade. La chanson thème du film sera quant à elle le nouveau single des AKB48, Everyday Katyusha. Après tout, pourquoi pas, après les chouchous et les queues de cheval, on passe au serre-tête. Ça y est, c'est la fin de l'émission. Il est temps maintenant de passer aux nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, entre autres, nous aurons un clip de Polysix, Let's Tapadaba. Il y aura également Tabitatsu Kimini de Meiji, une magnifique balade avec du piano, nous montre qu'elle sait également donc jouer du piano. Il y aura aussi Triceratops avec Made in Love, le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, il y aura un clip Sony évidemment, Kylie avec Everlasting. Alors Kylie, c'est une artiste qui a débuté il n'y a pas très longtemps. En fait, elle est half, enfin on dit half en japonais, je le prononce pas forcément très bien, mais en gros c'est un métis. Elle est mi-américaine, mi-japonaise, et ça ne se voit pas trop en fait sur son visage, mais voilà, elle a débuté sa carrière au Japon, je ne sais plus trop quand, mais je sais que c'est il n'y a pas très très longtemps, et Everlasting a un super tie-up avec du Gundam, donc je pense que c'est bien parti pour qu'elle se fasse connaître aussi. Pensez à voter pour le J-Top, je vous fais des gros bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Auto à Tokyo. Bye.
Eh bien, je tiens à le dire, c'est vrai. Tout à l'heure, je parlais de choses plus grosses que l'autre. Eh bien, oui, c'est la nature. La nature, elle peut pas faire que t'aies les testicules qui soient du même poids ou de la même grosseur, ou tes nichons. C'est la nature, il faut pas en avoir honte. Moi, avant, j'en avais honte, et maintenant, j'en ai plus honte. Parce que j'ai ma paupière qui est plus grosse que l'autre. Au revoir. Je sais pas. Je crois qu'il est tard, en fait. C'est ça.